Patrick Serin, donc, qui est membre du syndicat Sud, et qui lui va nous parler des actions en justice intentées par les communes françaises contre les prêts toxiques de Dexia. On continue. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci au CADTN pour cette invitation pour parler des banques. Il se trouve que je suis un petit peu bien placé pour en parler puisque je travaille dans une banque qui s'appelle la Caisse d'épargne, et je vais vous dire quelques mots de ce que la Caisse d'épargne a fait ainsi que Dexia, parce qu'on critique Dexia, mais il faut savoir que sur le sujet que je vais aborder, qui est la question des prêts toxiques consentis aux collectivités et aux établissements publics, il y a eu non seulement Dexia, mais également la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et de grandes banques, notamment les banques irlandaises, anglaises, donc, qui sont venues sur ce marché-là. Alors, le problème donc, des prêts toxiques, il est apparu en France, je dirais, de façon très spectaculaire au cours de l'année 2011. De telle sorte qu'on s'est aperçu que beaucoup de communes avaient de plus en plus de difficultés à rembourser leurs prêts, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'organismes de logement social, et le Parlement français, l'Assemblée nationale, a décidé de lancer une enquête pour faire un petit peu le détail des prêts toxiques. C'était en quelque sorte un audit, non pas citoyen, mais parlementaire, donc, sur cette question-là. La commission d'enquête qui était dirigée par Claude Barthelone, qui a eu un bel avenir puisqu'il préside actuellement l'Assemblée nationale en France, a travaillé pendant 6 mois, du mois de juin jusqu'au mois de décembre 2011. Ils ont entendu l'ensemble des intervenants, les maires, les directeurs d'hôpitaux, les représentants de la préfecture, du trésor et même des banquiers qui, pour s'exprimer, ont levé le secret bancaire. Là aussi, une autre aberration, le secret bancaire. Donc et tout le monde s'est exprimé. Mais avant que la commission d'enquête ne rende ses conclusions, il y a eu le 21 septembre, dans le quotidien Libération, un dossier qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Nicolas Cory, le journaliste de Libération, s'était procuré confidentiellement un listing de Dexia qui faisait état d'une liste de 5000 communes qui étaient prises au piège des prêts toxiques. Et en lisant Libé ce jour-là, un certain nombre de maires ont découvert que leur collectivité était infestée par ce fameux virus des prêts toxiques. Alors ça a quand même un petit peu secoué dans le Landerneau. Alors cette époque est aussi intéressante parce que c'est à cette même époque en France que s'est constitué un collectif d'audit citoyens pour auditer la dette publique. Et vous savez que dans la dette publique, il y a la dette de l'État, de la nation, donc, mais également il y a la dette des collectivités territoriales, des hôpitaux publics, des autres établissements publics, des organismes de logement social et puis des organismes de sécurité sociale. Vous voyez, il y a une conjonction tout à fait intéressante. Alors, avant de rentrer dans quelques cas récents de collectivités qui ont décidé d'attaquer les banques et de réagir, je vais vous brosser quelques éléments de contexte par rapport à, je dirais, l'aspect réglementaire, comment ça fonctionne tout ça. Il faut savoir que les contrats de prêt que souscrivent les collectivités, les hôpitaux et les autres organismes publics auprès des banques sont des contrats de droit privé, mais ils ont cette particularité, dans la mesure où ils mettent en jeu un acteur public, ils sont soumis à un certain nombre de règles, notamment au niveau de la comptabilité, il y a des règles de prudence, etc. Les établissements financiers, de leur côté, ils ont un certain nombre d'obligations qu'ils ne respectent pas régulièrement, mais n'empêche qu'ils les ont. La première, c'est la déontologie, c'est-à-dire donc essayer de prévenir les conflits d'intérêts, ne pas faire passer les intérêts de la banque avant ceux du client. Ça, c'est une réglementation de base et qui vaut également pour la clientèle particulière que nous sommes tous quand nous sommes face à notre banquier. Alors, il faut savoir que, dans la mesure où on est en présence de contrat, il y a une réglementation très stricte. Et ça veut dire qu'il y a des pistes de droit quand on observe des manquements. Alors, une des premières pistes de droit qui a été avancée par les collectivités, du moins certaines d'entre elles, c'est le dol. Alors, le dol, c'est une tromperie. Ça peut être donc une action qui peut être menée au civil, mais ça peut être également une action qui peut être engagée au pénal. Bon, je ne vais pas vous lire les articles du Code civil français pour vous expliquer tout ça, mais c'est intéressant de voir au pénal, il y a eu une action qui a été intentée
en septembre 2011 par la commune de Rosny-sous-Seine. Et je dirais le motif de l'action, ça nous donne un petit accent un peu tonton flingueur, si vous vous rappelez un petit peu ce fameux film. Eh bien, c'était une action qui visait donc la banque pour fait d'escroquerie en bande organisée. Vous voyez, ça va loin. Donc, vous voyez la confiance qui règne entre la banque et la collectivité. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est un peu du flan tout ça. Non, c'est du sérieux. Alors, je prends un autre exemple qui concerne nos amis de Dexia. Nos amis de Dexia, quand ils sont en France, quand ils étaient en France, ils vendaient un joli prêt qui s'appelait Tofix. Alors c'est peut-être pour faire rappeler Astérix, Isdéfix, etc. Tofix, T-O-F-I-X. Mais c'était pour, de façon subliminale, insérer dans l'esprit du souscripteur qu'on était en présence d'un prêt à taux fixe et qu'il n'y avait aucun danger. Or, sur des prêts qui duraient 25 ans, le taux fixe ne couvrait que les 3 premières années. Et le reste, eh bien, c'était du taux révisable, souvent indexé sur la parité de monnaie, des choses tout à fait spéculatives quand ce n'est pas le cours du baril de pétrole ou l'inflation polonaise. Parce que je vous signale que Dexia, c'était l'imagination au pouvoir. À une certaine époque, il y avait plus de 236 sortes de prêts proposés aux collectivités, dans le but de noyer le poisson. Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont limités à une quinzaine. Alors, une autre piste d'action qui est tout à fait intéressante et qui est soulevée par à la fois des avocats et des conseils, c'est la notion de taux effectif global. Alors, le taux effectif global, c'est le taux du prêt qui doit intégrer toutes les charges. Et on s'est aperçu que certains contrats qui avaient été passés par les banques ne mentionnaient pas ce taux. Et là, c'est un élément de forme tout à fait essentiel au niveau des contrats qui peut entraîner la nullité du contrat. Alors, au niveau du Code civil en France, il y a un élément essentiel, c'est la capacité de contracter. C'est-à-dire que pour signer un contrat, il faut avoir la capacité. Or, il se trouve que les montages fumeux, que sont les prêts toxiques appelés dans la novlangue des banquiers préstructurés, ça fait un peu plus propre, plus clean, eh bien, ces contrats, comment ils étaient passés? Au lieu d'être discutés démocratiquement par un conseil municipal ou un conseil d'hôpital, et signé par le représentant, le directeur de l'hôpital ou le maire, eh bien ça se négociait entre une salle de marché, par téléphone, et un responsable qui était souvent un fonctionnaire, même pas un élu, même pas un membre du conseil municipal, ça pouvait être donc le directeur des services financiers de la collectivité qui était à l'autre bout du téléphone, et, comme on dit, on topait. On topait, ça veut dire aujourd'hui, voilà, c'est à 3,12, à telle minute, on confirme, et ça se passait comme ça. Et ensuite, le conseil municipal, qu'est-ce qu'il devenait? Il devenait une scène d'enregistrement, il entérinait la décision qui avait été prise. Donc vous voyez, au niveau du montage, il y a quand même de sacrés détournements. Alors, il y avait en France un certain nombre de textes, donc à la fois du droit français et du droit européen pour mettre quelques barrières à tout ça, mais ça n'a pas été respecté. Il y a eu notamment une circulaire de 1992 qui a été complétée en 2010. Alors, je vous parle de cette circulaire parce que c'est important. Elle dit que les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général présentant un caractère local. Et elle précise, je vais très vite, que cet engagement donc, ne doit pas concerner des opérations de nature spéculative. Or, avec les contrats proposés par Dexia et les autres banques, avec notamment des taux indexés sur la variation des monnaies, on est tout à fait en présence de spéculation. On n'est plus du tout dans une couverture, je dirais, contre un risque éventuel. C'est de la bonne spéculation en monnaie du fort. Il y a eu également la directive MIF du marché des instruments financiers d'avril 2004, directive européenne, qui, pour protéger les emprunteurs, a défini 3 catégories d'emprunteurs. Donc je vais rapidement au dernier, le client non professionnel ou dit généraliste, qui lui est censé ne pas être un spécialiste et qui doit bénéficier de la part de la banque d'informations précises et complètes par rapport au financement qu'il souscrit. Alors maintenant j'en viens au vif du sujet, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe dans le landerneau français au niveau des actions? Eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même, ça bouge un petit peu, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 5000 communes qui avaient été contaminées, alors de façon plus ou moins importante. La commission d'enquête, quand même, quand elle a rendu son travail, elle a trouvé qu'il y avait dans le Nourin des prêts toxiques, 35 milliards d'euros de prêts structurés, dont 18 milliards d'encours de prêts à risque.
Donc ça, c'est tout à fait important. Alors le risque, ça se mesure comment? Ben, ça ne se mesure pas avec un élastique, mais ça se mesure de façon très précise par rapport à l'évolution des taux. On a fait un calcul, et c'est un calcul, je dirais, petit bras, qui a été fait par la commission d'enquête parlementaire. Le surcoût annuel que génèrent les prix toxiques en France est de 730 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 250 millions concernant les instruments dérivés, c'est-à-dire les instruments de couverture quand les collectivités achètent des contrats de swap pour pouvoir changer les taux des prêts, par exemple. Grosso modo, ça fait donc 1 milliard de surcoût donc, annuel, ce qui est tout à fait important. Alors, 1 milliard de surcoût, ça correspond chaque année à 40 000 emplois, cotisations sociales comprises. Vous avez observé que j'ai dit le mot cotisation. Je n'ai pas parlé de charges. Il n'y a pas de coût de travail, il y a le prix du travail, il n'y a pas de partenaires sociaux, il y a des syndicats. Donc là aussi, il faut de temps en temps revenir dans la vraie vie, de la vraie langue des travailleurs. Alors, les actions en justice, la première est tout à fait intéressante. Elle concerne une ville d'Isère de 11 000 habitants environ qui s'appelle Sassenage. Alors cette collectivité avait souscrit auprès de Dexia des emprunts structurés qu'elle a dû réaménager. Alors là aussi on voit le mécanisme pervers des prêts toxiques, puisqu'il piège la collectivité qui ne peut pas sortir. La solution que propose la banque, c'est de rallonger la durée et donc rallonger le coût pour les contribuables. Si vous avez un bien qui s'amortit sur 20 ans, vous faites un prêt sur 20 ans. Mais si, en cours de route, vous rajoutez 10 années à ce bien, au terme des 20 ans, quand vous allez devoir refinancer pour le remplacer, ben vous allez avoir un nouveau prêt d'un an plus les 10 ans supplémentaires qu'aura rajouté Dexia ou le prêteur. Donc vous voyez toute la perversion de ces prêts, sachant pourquoi ils coûtent si cher, parce que les banquiers qui les ont consentis ont pris soin de se prémunir du risque en le faisant supporter par la collectivité, parce que pour sortir, il faut payer une soulte. Une soulte, c'est l'indemnité qu'il faut pour dénouer tous ces contrats. Et on arrive à des situations où vous avez un prêt qui représente 700 000 euros, eh bien on va vous demander, en plus des 700 000 euros pour le rembourser, une soulte de 1 million d'euros, supérieure au montant du prêt. C'est surréaliste, mais ça existe. Alors cette fameuse mairie de Sassenage, eh bien, avait souscrit tout un ensemble de prêts, et puis à un moment donné, donc normalement ces échéances sur ces prêts, bon, grosso modo le prêt il devait faire donc 8,9 milliards. La collectivité avait des intérêts donc, qui étaient de l'ordre de 170 000 euros, et d'un coup elle s'est aperçue qu'elle devait payer 466 000 euros de plus par an. Alors je traduis en emploi, ça fait 18 emplois. Donc la commune de Sassenage a pris la décision d'arrêter de payer et d'attaquer Dexia en justice. Dexia n'a pas été content, ça on peut le supposer. Alors Dexia est allé pleurnicher auprès du préfet en disant « Monsieur le préfet, c'est pas bien, ils veulent pas payer, c'est un budget en plus, il n'est pas sincère puisqu'ils n'ont pas mis ce qu'ils veulent nous payer, il n'a pas été voté en équilibre, etc. Donc les dépenses pour payer les intérêts, ce sont des dépenses obligatoires. » Le préfet a regardé ça de près et a dit quand même, il y a quand même du fond derrière tout ça. Je vais renvoyer le bébé à la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est une instance qui contrôle un petit peu tout ce qui se passe. Et la Chambre régionale des comptes donc, devait se prononcer sur le double fondement de Dexia, à savoir le caractère de dépense obligatoire des intérêts et le budget qui aurait été présenté de façon insincère. Eh bien, la Chambre régionale des comptes a considéré que la dépense litigieuse, les fameux 636 000 et quelques euros d'intérêt, devait être regardée comme sérieusement contestée dans son principe et dans son montant. C'était donc une autorisation pour la collectivité à ne pas payer. Donc ça, c'est un point très important et c'est la première fois en France qu'une Chambre régionale de comptes a décidé, donc, à autoriser en quelque sorte une collectivité de ne pas payer. Alors ça ne présume pas de la décision du fonds, puisque c'est toujours pendant devant la justice, mais c'est un point important. Le deuxième exemple que je vais vous citer concerne la commune de Saint-Étienne, célèbre pour son équipe de foot dans une époque antérieure, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc en février 2011, Saint-Étienne a saisi le tribunal de grande instance de Paris. Alors à Paris, pourquoi? Parce qu'il y a le siège des banques, pour annuler deux swaps, ces deux contrats d'échange de taux, d'un montant de 18 millions qui étaient souscrits sans plafond
entre 2006 et 2007 auprès de la Royal Bank of Scotland. Donc c'est nos amis du Royaume-Uni qui nous font encore des misères là, pour une fois. Donc alors, le responsable des finances de la ville avait déclaré: nous considérons ces contrats comme nuls et eh bien, avait saisi le TGI. Alors, Royal Bank of Scotland, donc, bien sûr, attendait une décision favorable. Eh bien, le TGI de Paris, dans son jugement, alors c'était le 24 novembre 2011, a débouté la banque qui exigeait le paiement de ses intérêts, comme Dexia. Alors, les juges ont estimé, et je les cite, que les mécanismes de financement ou swap, les échanges de taux vendus aux collectivités territoriales, se sont révélés être des produits spéculatifs à haut risque et dont la légalité est aujourd'hui sérieusement contestée devant les juges du fond. Et ils ont conclu: dès lors, il ne nous apparaît pas que la cessation du versement des échéances de ces emprunts par la ville de Saint-Étienne doit être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite. Alors, Royal Bank of Scotland a vu son sang de faire qu'un tour et a saisi la Cour d'appel de Paris et elle s'est fait débouter une nouvelle fois. Donc ça, c'est très intéressant parce que la Cour a souligné que la force légale du contrat, ce qu'invoquait donc la banque, cette force légale ne vaut que pour autant que la licéité de la convention ne soit pas entachée d'une contestation sérieuse. Et elle disait que ce n'est pas le cas. Dans la mesure où, justement, dans ces prêts, il n'y avait pas de plafond, eh bien, on était bien dans quelque chose qui était tout à fait spéculatif. Et il y a beaucoup de collectivités qui ont des prêts dans lesquels il n'y a pas de plafond. Parfois, il y a un plafond qui est prévu, même s'il est plutôt haut pour le contribuable. Mais là, dans ce type de prêt, il n'y avait pas. Donc, ce qui est dit en quelque sorte, c'est que les contrats structurés qui n'ont pas de plafond peuvent être considérés comme des contrats spéculatifs et ils peuvent être attaqués en justice. Alors il ne faut pas que les collectivités se plaignent. Alors le troisième exemple, c'est presque pour le fun si je puis dire, mais c'est quand même intéressant pour l'idée. Il vient d'une commune que je connais bien, c'est la ville de Nîmes, où j'ai passé quelques temps. Et dans cette ville, donc, il y a, je dirais, un collectif de contribuables qui a décidé de saisir le tribunal administratif pour obtenir l'approbation de décisions de délibération municipale qui vont valider des prêts très importants qu'ils considèrent comme toxiques, notamment un prêt de 31,5 millions d'euros qui était hors charte Gister. La charte Gister, c'est une charte qui a été mise en place dans les années 2008-2009 pour classer les emprunts toxiques selon leur degré de toxicité. Il y en a qui sont tellement toxiques qu'ils sont hors charte. Et comme quoi, jusqu'où on va. Alors, là, on est toujours dans l'attente de décision, mais il faut savoir que des représentants de collectivités publiques ont déjà gagné. Et c'est le cas d'une société d'HLM qui se situe à Toulouse et qui a gagné un procès contre une caisse d'épargne. Mon patron, donc là, j'espère qu'il m'entend, donc qu'il en tirera toutes les conséquences qu'il impose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, c'était également un swap, donc un produit structuré qui permet d'échanger des taux. Et la banque avait été condamnée, la caisse d'épargne, à payer 600 000 euros d'intérêt. La banque avait décidé de faire appel, puis elle s'est ravisée. Elle s'est dit non, ça va nous faire trop de mauvaises pubs. On trouve un arrangement amiable avec la société d'HLM et puis Barca. Donc là, c'est une affaire qui a été dénouée, dans laquelle donc, la banque a perdu. Alors, on s'aperçoit que dans ces actions, les arguments qui sont avancés par les collectivités sont, je dirais, des arguments juridiques classiques concernant le dol, la capacité à contracter, le taux effectif global, le caractère ou non spéculatif, est-ce qu'une commune défend l'intérêt général? Il y a un autre argument qu'il faudrait mettre en place, c'est la notion de dette illégitime. Et cette notion de dette illégitime, elle est portée non seulement par le CADTM depuis bien longtemps, mais également par tout un ensemble de collectifs d'audits citoyens en France qui sont organisés. Puisqu'en France, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un collectif d'audits citoyens qui s'est constitué au niveau national, disons au mois de l'été, en été 2011, et qui a essaimé à peu près il y a 140 collectifs locaux dans tout le pays, alors qui fonctionnent plus ou moins bien, mais bon, il y en a qui fonctionnent pas mal, et qui travaillent beaucoup cette question de dette publique locale. Et un des éléments qui peut être avancé, c'est la notion de dette illégitime, parce que quand vous avez déjà, au-delà des prêts toxiques, une collectivité qui est obligée de suremprunter parce que les recettes fiscales ne rentrent pas, parce qu'en France, un exemple, le taux d'impôt sur les sociétés, c'est 33,33%. Or, vous avez les sociétés du CAC 40, les 40 sociétés les plus riches de France qui paient en moyenne 8% d'impôts,
Et Total, qui est le pollueur numéro 1 de la planète, lui paie 0 € d'impôt en toute légalité. Donc, du fait que cet impôt ne rentre pas et du fait des cadeaux fiscaux qui sont faits aux particuliers particulièrement aisés, eh bien, moins il y a d'impôts, plus il faut emprunter. C'est l'histoire du petit dessin animé qui était très pédagogique. Donc, une partie des intérêts qui sont dus avec des contrats en bonne et due forme sont des intérêts illégitimes parce qu'ils correspondent, je dirais, à compenser le manque à gagner de recettes fiscales de la part de l'État. Alors, ces actions en justice, c'est important de savoir qu'elles existent aussi partout sur la planète. Il n'y a pas qu'en France ou en Belgique qu'il y a des problèmes avec les banques. En Angleterre, vous avez deux quartiers, c'était Hammersmith et Fulham, qui avaient également souscrit à un moment donné des produits structurés pour plus de 6 milliards d'euros. C'était une somme qui représentait 15 fois l'encours de leur dette. Donc ils avaient joué au casino l'encours de la dette de leur collectivité pour compenser donc, les dépenses, le manque de recettes dû à la politique Thatcher de l'époque. Il y a également aux États-Unis le fameux comté d'Orange qui avait un trésorier du nom de Robert Citron. Ça ne m'aime pas, mais je le dis, c'est pour ça que je le rappelle. Et lui, il a dû faire, je pense, 1 année de prison, donc il a été condamné. En Allemagne, il y a également une attaque sur les produits toxiques. Cette fois, ça concerne une société donc, privée. Et en Italie également, il y a des actions, notamment une action qui est menée par la ville de Milan contre des grandes banques, UBS, Deutsche Bank, DEPFA, etc. Donc, si je devais, puisque je dois conclure, si on doit, je dirais, résumer un petit peu la question, nous sommes des citoyens, nous sommes des contribuables, on nous présente une facture, on nous demande de payer, mais on ne nous présente pas la facture. Donc nous exigeons la facture, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et si ça ne correspond pas à ce que nous devons payer, eh bien il ne faut pas payer. Voilà, je vous remercie.